Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire consacré à l'intelligence artificielle et la médecine nucléaire. Je m'appelle Antoine Jomier, je suis le président de Incepto et j'ai la chance de modérer cette session ce soir. Et je suis vraiment très heureux de le faire. Vous avez vraiment répondu présent, car je crois qu'il y avait plus de 140 inscrits à ce webinaire. Donc je voulais vous remercier de nous avoir rejoints. Et je vais vous dire, je suis pas surpris. Je suis pas surpris pour plusieurs raisons. Je suis pas surpris parce que d'abord, le domaine de la médecine nucléaire est un domaine absolument passionnant qui bénéficie de beaucoup d'innovations technologiques majeures sur le front des acquisitions, les acquisitions numériques, des radiotraceurs, et avec un impact clinique de la discipline qui est toujours plus grand année après année. Je vais juste vous donner un chiffre. Je crois qu'il y a un demi-million de PET réalisés en 2019 et que le nombre d'examens a triplé au cours des 10 dernières années. Ça vous donne un peu l'importance de cet examen. Je ne suis pas surpris non plus, deuxième raison, car l'intelligence artificielle représente une nouvelle vague d'innovation et que la communauté de la médecine nucléaire est très active autour de ces sujets et de cette nouvelle génération d'applications qui représentent des opportunités. Et enfin, je ne suis pas surpris parce qu'on a un panel exceptionnel avec nous ce soir et je tiens vraiment à les remercier de leur présence à nos côtés. Donc, on a la chance d'avoir les docteurs Gérald Bonardel et Mathieu Queneau, qui sont médecins nucléaires, associés dans le groupe IMF-CCN à Saint-Denis, que beaucoup d'entre vous connaissent. Le docteur Charles Merlin, qui est chef de service, responsable hospitalier du service de médecine nucléaire du centre Jean Perrin, centre de lutte contre le cancer à Clermont-Ferrand. Sébastien Abdet, qui est physicien médical dans un autre centre de lutte contre le cancer, le centre Henri Becquerel à Rouen, et qui est consultant pour la société EspriMed. Et puis Maxence Wallart, qui est data scientist et responsable de la médecine nucléaire pour Incepto. Et donc, vraiment un grand merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de travailler avec vous et c'est un plaisir de préparer cette session ensemble. Alors, ce soir, on va s'intéresser plus spécifiquement à l'application de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond sur les reconstructions d'images TEP. Maxence, dans un premier temps, vous présentera les grands principes de l'application SubtlePET. Gérald Bonardel et Sébastien Abdet partageront la méthodologie qu'ils ont suivie pour valider la performance de ces technologies d'intelligence artificielle dans des contextes cliniques, des contextes d'activité français. Mathieu vous fera un retour sur les bénéfices de son utilisation en routine et les perspectives qu'elles ouvrent. Et enfin, Charles Merlin se concentrera plus sur les perspectives d'utilisation de cette application pour les traceurs Gallium PSMA. Voilà. Alors, sans plus attendre, on a un gros programme, donc je passe la parole à Maxence pour cette première partie. Merci Antoine, je vais partager ici. Du coup. En quelques minutes, je vais être court sur le deep learning et comment on peut l'appliquer au débruitage avec comme application la solution SubtlePET. SubtlePET, c'est une solution qui sort de Stanford et qui a été produite par notre partenaire Subtle Medical, qui a à la fois marqué CE et qui a eu l'approbation de la FDA. Si je reprends en quelques mots le deep learning, pour répondre à des problèmes qui sont de classification, régression, de prédiction, de segmentation, on a utilisé des méthodes statistiques sur des petites bases de données. Ce sont des méthodes de machine learning, des méthodes d'apprentissage. Et ces méthodes, comme on peut le voir sur le graphique à droite, ont obtenu pendant des années des très bonnes performances sur des petites bases de données. Et finalement, au fur et à mesure, on a eu accès à des bases de données de plus en plus larges et à de la puissance de calcul et ces algorithmes de machine learning étaient limités en performance pour répondre à ces problèmes. Et c'est là qu'est né le deep learning et c'est là qu'est revenu au bout du jour le deep learning qui nous permet, avec des modèles statistiques, avec beaucoup plus de paramètres, par apprentissage profond, on parle de réseau de neurones, ça nous permet d'avoir des performances qui sont bien élevées, avec de la puissance de calcul et une base de données beaucoup plus large. Quand on pense deep learning et imagerie médicale, en général, on pense à l'aide au diagnostic. Et chez Incepto, on distribue des solutions dans ce domaine.
En revanche, ça peut aussi être appliqué sur du signal, toujours pour des problèmes qui sont très précis, cadrés sur une modalité aujourd'hui. Et SubtlePet, ça répond à une question précise sur du signal. C'est comment peut-on améliorer une image TEP qui est bruitée? En d'autres termes, comment on peut passer de l'image bruitée à gauche à l'image à droite avec du deep learning. Alors pour débruiter une image TEP, on a eu plusieurs outils. On a des méthodes de filtrage qui sont assez simples. On pense à des filtres comme le filtre gaussien. On a aussi d'autres méthodes qui permettent de réduire en éléments simples l'image, de se séparer d'une partie du bruit et puis de faire une transformée inverse qui permet de reconstruire l'image. Mais ici, on va appliquer le deep learning et donc des réseaux de neurones pour répondre à cette question. Pour avoir de très bonnes performances avec du deep learning, il y a 2 clés de succès, ce seraient les données et l'apprentissage. Alors, pour le cas de SubtlePet, on a des données, c'est des millions d'images, des millions de couples d'images qui sont valables dans la base d'apprentissage sur toute génération de PET scan, tout constructeur. Et à chaque fois, ce sont des couples d'images pour permettre à l'algorithme de passer de l'image encadrée en rouge à l'image en vert. Et puis, deuxième clé de succès, ce sont les méthodes d'apprentissage. Et là-dessus, on a 2 paramètres importants que je réaffiche qui sont présents pour SubtlePet, qui sont la fonction de coût et le réseau de neurones. Et en fait, au fur et à mesure de l'apprentissage, le réseau de neurones qui est en bas à droite, il va descendre cette fonction de coût et apprendre à débruiter ces images. Et une fois qu'il est entraîné et qu'il est disponible, à chaque fois qu'on lui injecte une image bruitée, il a été formé pour ressortir une image qui est de qualité clinique standard. Ça, c'est la théorie. En pratique, dans l'utilisation clinique, ça permet de réduire la statistique de l'image, le temps d'acquisition ou la dose. Il y a là-dessus 2 validations cliniques en conditions américaines qui ont été publiées au RSNA 2019, qui avançaient qu'on pouvait réduire le temps d'acquisition en le divisant jusqu'à par 4. On pense forcément à une réduction de la dose qui peut être induite avec ce fonctionnement. En fait, pour le patient, il vient passer beaucoup moins de temps sous la machine et le passage de l'image qui a déjà été reconstruite, débruitée, d'une image bruitée à une image débruitée, il est fait par SubtlePet. Nous, on a voulu le valider et le vérifier dans des conditions européennes, dans des conditions françaises. Et là-dessus, je vais passer la balle aux autres intervenants. Merci Maxence. Alors, petit rappel ou information pour tous les participants, vous avez l'onglet avec le chat et les questions, et donc n'hésitez pas à poser vos questions en live pendant la présentation. Du coup, ça me permettra d'en reprendre à la volée une ou deux, et puis aussi d'alimenter notre session de questions qu'on aura à la fin des présentations. Donc, merci Maxence pour cette présentation. On voit une utilisation très innovante et originale de l'intelligence artificielle d'apprentissage profond et la clé des grosses bases de données et derrière des réseaux de neurones. Mais alors, comment on a validé ces performances qui étaient soumises dans le marquage réglementaire dans des conditions de pratique françaises? C'est tout le travail qu'ont mené le docteur Gérald Bonardel et Sébastien Abdet, et qui vont vous partager ce travail d'évaluation qu'ils ont mené depuis de nombreux mois. Sébastien, c'est à vous. Alors, si je peux partager. C'est parfait, on vous voit. Ouais. C'est bon. Ok. Merci. Donc, merci de me donner la parole pour présenter le point de vue du physicien sur l'évaluation de Subtle. C'est un travail que nous avons mené effectivement avec mes collègues de la société EspriMed au sein des services du CCN et de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Donc, c'est bon, j'ai un petit décalage, excusez-moi, entre l'affichage. Voilà. Donc, comme l'a rappelé Maxence, effectivement, Subtle a été développé et entraîné à partir d'images acquises aux États-Unis, donc avec des activités injectées bien supérieures, enfin x2 par rapport à ce qu'on utilise en Europe. Et ce qui était vendu, c'était qu'on pouvait baisser jusqu'à 25% de la statistique native en gardant une image complètement interprétable et de même qualité que ce qu'on avait sur une acquisition standard. Donc, nous, on voulait effectivement s'adresser aux conditions européennes. Est-ce qu'on pouvait atteindre les mêmes performances avec des injections qui étaient beaucoup plus faibles? Tout ça en évaluant des problèmes de détectabilité, de quantification et de restitution de contraste et d'évaluation de rapport signal sur bruit,
tout en gardant en tête qu'on travaille sur des machines qui sont radicalement différentes entre les différentes générations dont on dispose, et il fallait aussi regarder ce côté-là. Donc, on a travaillé assez classiquement pour les physiciens avec des fantômes type IEC, donc des fantômes remplissables avec des sphères chaudes. On a travaillé sur des contrastes à 5, on a compliqué les choses en travaillant sur des contrastes un peu plus faibles, à faible contraste, voir ce qui se passait. Et puis, on a aussi travaillé sur des jeux de microsphères, donc vraiment des toutes petites lésions, pour voir comment s'en sortait la solution. Les 3 types d'expérimentations ont été menés donc, sur les 3 systèmes disponibles au sein du CCN et de l'hôpital de La Fontaine. Donc, un système à gauche DMI4, qui est un système dernière génération avec un cristal ISO et une technologie de transfert SIPM. Un système J710, donc on n'a que des machines J710 avec un cristal ISO mais une technologie analogique derrière. Et puis un système BGO, donc non temps de vol, et équipé de conversion analogique derrière. On s'est mis dans les conditions d'acquisition qui étaient les conditions cliniques. Voilà, avec en fonction des systèmes, eh bien, des approches un peu différentes en termes de type de reconstruction, notamment 2 systèmes utilisés dans la reconstruction qu'on appelle régularisés, donc qui tient déjà compte du bruit présent dans les images pour éviter de l'amplifier. Donc ça peut avoir un impact aussi derrière quand on applique une approche type Subtle sur des données qui sont déjà débruitées. On a donc acquis les données en mode liste, bien évidemment, pour pouvoir reconstruire les statistiques de comptage à 100% des coûts, à 50% et à 30% de statistiques d'acquisition. Ces 2 reconstructions à 50 et 33% ont été ensuite traitées par Subtle, bien évidemment, pour évaluer l'impact de Subtle sur ces données. Tout un tas de mesures ont été faites sur les sphères et sur des régions de fond pour déterminer les SUV max, min, peak, etc. Et tout ça a été fait par mon collègue de chez Esprimed qui a fait un gros travail là-dessus. On a évalué tout ça en termes de quantification, donc de variation de SUV entre les images traitées et non traitées, par rapport aux images à 100% de statistiques. On a regardé aussi les problèmes de récupération de contraste. Est-ce que la sphère était correctement récupérée en termes de contraste image? On a évalué le bruit dans les images et puis des index un peu plus avancés en compression d'images, notamment des index de similarité. Donc, quelques images pour commencer. Donc, chaque groupe de 5 images représente une machine différente. Donc, en haut à gauche, la machine dernière génération, équipée des SIPM. En haut à droite, la machine LISO avec technologie de conversion analogique. Et en bas à gauche, la machine équipée de cristaux BGO, donc sans temps de vol. Là, on est sur la première expérimentation avec des sphères de diamètre suffisamment important, contraste à 5, donc on est dans de bonnes conditions d'acquisition. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Alors, pour chaque sous-imagette, on a la première ligne en haut qui représente les acquisitions non traitées par Subtle et la ligne du dessous qui correspond aux images traitées par Subtle à 50 et à 33%. Donc, pas de perte de détectabilité dans ce cas de figure. On a même à 33% de la statistique d'acquisition, on n'a pas de perte de détection et donc tout se passe bien, quel que soit le modèle de PET utilisé d'ailleurs. Quand on passe sur un contraste à 2, on a une meilleure détectabilité sur la machine dernière génération et sur la machine équipée en cristal ISO. Pour la machine dernière génération, on n'a pas de perte de détectabilité non plus à 50 ou à 33%, donc tout se passe bien pour elle. C'est moins le cas pour les 2 autres systèmes qui commencent à avoir une perte de détection de la plus petite sphère, en tout cas la 5e pour la machine J710 et la 4e pour la machine BGO. Donc il faut vraiment ne pas trop descendre non plus en termes de taux de comptage, en termes de statistiques de comptage, parce que sinon on risque de perdre quand même des lésions. Pour les jeux de microsphères, donc là, perte d'information à 33% bien évidemment, mais même à 50%. Donc vraiment les toutes petites lésions, il y a quand même un risque de ne plus les détecter quand on est vraiment sur des statistiques réduites par rapport à l'acquisition standard. Alors dans ces cas-là, effectivement, comme ce sont des microsphères, le fait d'appliquer un reconstructeur type Q-Clear, donc qui est le reconstructeur régularisé, rajoute une couche de lissage sur le traitement Subtle, ce qui n'est pas forcément bon pour ces jeux de microsphères. Sur les autres indices, donc en termes de récupération de quantification, on n'a pas de modification statistiquement significative en termes de SUV max avec Subtle. Donc Subtle restitue correctement les SUV max dans toutes les lésions, alors toutes les données sont poolées bien évidemment. Par contre, on a une faible sous-estimation du SUV moyen dans les sphères. C'est marginal, c'est moins 5%, mais c'est statistiquement significatif.
Pour ce qui est de la restitution en contraste, pareil, pas de différence significative sur la restitution de contraste avec Subtol. Donc là encore, c'est toutes les expérimentations et les sphères coulées, quelles que soient les statistiques de comptage à 50% ou à 33%. Donc Subtol fait bien le job, il n'y a pas de souci sur la récupération en contraste et en quantification. En termes de bruit, sur cette image, on a chaque histogramme, la barre à gauche, la plus grisée, correspond à la statistique 100%, et les deux barres en rouge que je vous ai mis correspondent aux statistiques à 50 et à 33% traitées par Subtol. Donc on voit que là encore, on a un niveau de bruit qui est correctement restitué quand les données sont traitées avec Subtol par rapport à l'acquisition 100%, c'est d'autant plus vrai à 50 qu'à 33%, bien évidemment. En termes de similarité, eh bien, quel que soit le type de statistique ou dès lors qu'on applique le Subtol sur les données, clairement, on va se rapprocher de l'image à 100% et on rehausse systématiquement les indices de similarité lorsque l'on traite les données avec Subtol. Donc, en conclusion, on a effectivement possibilité de réduire la statistique de comptage assez facilement à 50% avec Subtol. On peut réduire au-delà encore sur les machines dernière génération qui ont une bonne sensibilité de comptage et une bonne capacité de détectabilité. Donc Subtol permet dans ce cas-là de restaurer un niveau de bruit dans les images qui est tout à fait acceptable et comparable aux images statistiques 100%. On a une très bonne restitution de la quantification et en termes de similarité d'image, on a aussi de très bons indices. Tout ça en gardant à l'esprit qu'on est sur des conditions d'acquisition qui sont européennes, c'est-à-dire sur une base de 3 mégabecquerels kilo à peu près. Donc on peut réduire effectivement les données, les statistiques d'acquisition et on peut diviser par 2 la dose ou le temps d'acquisition sur les données que nous avons pu nous explorer. Voilà, je passe la main maintenant à Gérald pour la partie plus clinique. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, par cette démarche, vous avez pu bien évaluer les performances et donc valider que sur le plan de la physique médicale, une utilisation en routine potentielle de Subtol 50 pouvait être envisageable. Tout à fait. C'est ce qu'on a d'ailleurs préconisé aux médecins du CCN et de l'hôpital de La Fontaine, en leur effectivement expliquant qu'à 50%, il n'y avait pas de perte d'information notable, et donc on pouvait traiter les patients et en tout cas prendre en charge les patients avec une statistique à 50%, ce qu'ils ont pu faire derrière. D'accord, merci beaucoup pour cette étude et puis pour ce partage. Et alors, Gérald, sur le plan clinique et médical, est-ce que vous pouvez nous partager comment vous avez procédé pour valider cette technologie et avoir l'avis du médecin maintenant? Alors, Gérald, vous êtes en mute, il faut activer le micro. Voilà, c'est parfait. Mais avec le micro, c'est mieux. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, moi, effectivement, je travaille à Saint-Denis. Nous sommes 7 médecins à Saint-Denis, dont Mathieu Queneau qui est parmi nous ce soir. Et nous avons eu la chance d'être le premier centre en France à pouvoir tester cet algorithme de débruitage. Comme ça vient d'être expliqué par Sébastien, qui est donc notre physicien via EspriMed. Ce test, on a voulu le faire à travers une validation, une véritable étude de validation, à commencer par les fantômes, comme ça vous a été présenté. Mais comme tout bon médecin, certes, les fantômes, nous étions très, très rassurés, mais on a quand même voulu le valider sur des patients. Donc, on a voulu vérifier ces bons résultats obtenus sur fantômes, sur des vrais patients qu'on a décidé de faire dans l'étude en conditions de pratique clinique. Donc, concrètement, il s'agissait donc de patients en TEP-FDG, puisqu'à l'époque, l'algorithme était validé que pour le FDG officiellement. Et sur nos 3 machines, donc il était donc la 710 et l'IQ 4 anneaux à l'époque, comme ça vous a été indiqué, nous injectons habituellement 3 mégabecquerels par kilo. Et en conditions natives, on fait des pas de 2 minutes à chaque fois. Et pour l'ADMI 4 anneaux, c'est 3 mégabecquerels par kilo avec en natif des pas d'1 minute 30. On s'est mis donc dans l'étude dans les mêmes conditions que pour les fantômes, c'est-à-dire c'était une acquisition en mode liste pour obtenir et reconstruire les images habituelles en conditions normales. Puis grâce au mode liste, on reconstruisait les données avec 50% du temps. En effet, fort des résultats obtenus par fantôme, on a décidé de ne pas tenter les 33%, et on a fait donc que 50% du temps, 50% de la statistique. Et concrètement, cette reconstruction de 50% du temps,
est envoyé dans le nuage pour bénéficier de la boucle de l'algorithme qui revient dans le serveur et dans le PAX en 3 minutes environ, sous la forme de cette série qui est intitulée, donc qu'on appelait PET50 plus SubtlePET. Concrètement, on a passé 110 patients sur des journées aléatoires, hein, donc c'est des journées où on décidait de faire l'étude, tantôt à De La Fontaine sur l'IQ, tantôt au CCN sur la 710 ou la DMI. On a eu donc parmi ces 110 patients moitié hommes, moitié femmes. Comme on était en conditions cliniques, l'âge moyen était à 64, mais on avait des très jeunes jusqu'à des patients âgés. Les pathologies, vous les avez à l'écran, c'était majoritairement du cancer et tout cancer confondu, avec 20% de médecine interne hein, en conditions de travail de routine. Et pour ce qui est des indications, on avait à peu près la moitié des patients qui étaient en bilan de prise en charge initiale et l'autre moitié des suivis thérapeutiques. La vraie vie, quoi. Pour l'étude proprement parlée, on a fait 2 parties. L'étude quantitative, parce que certes, on avait validé les SUV et la quantification sur Phantom, mais on voulait voir ce que ça donnait sur les patients. Donc, à chaque fois, il s'agit de faire des mesures comparatives des images natives TEP100, des images avec 50% des données seulement, la moitié du temps, et des images rattrapées par l'algorithme de débruitage. Donc, sur la fixation hépatique, on a voulu faire un sous-groupe également de patients à fort BMI, supérieur à 30, en comparant les données natives, et ce sont ces données natives de TEP100 que nous avons envoyées sur la boucle Subtle pour voir ce que donnait un algorithme de débruitage chez des patients un peu forts. Et pour terminer la mesure, l'étude quantitative, on l'a fait sur des lésions. On a choisi 60 lésions, des lésions cibles parmi tous ces patients, de toute taille, des très petites lésions jusqu'à des lésions assez grosses. Et à chaque fois, évidemment, comme pour le foie, on prenait les indices classiques. Puis, dans un deuxième temps, on a fait une étude qualitative. Donc là, c'était très simple. Il s'agissait de comparer les images natives, c'est-à-dire nos images habituelles de tous les jours. Et en mode comparatif, on affichait les images de SubtlePET 50 et on a réalisé une double lecture. À chaque fois, on avait 2 questions. Est-ce que les foyers qui sont visibles en images natives sont retrouvés en Subtle 50 ? Donc, je rappelle, avec 50% du temps, mais rattrapés par l'algorithme de débruitage. Et le plus important pour nous, c'est d'un point de vue clinique, est-ce qu'on a considéré qu'il y avait une différence concernant l'interprétation de tous ces patients entre les images habituelles et les images Subtle. Bon, je n'ai pas de souris, mais que disent les résultats quantitatifs? Pour la fixation hépatique, quand on regarde évidemment les données de 50% du temps, non rattrapées par Subtle, sont des images beaucoup plus bruitées. Et on a pu valider chez les patients sur les mesures de suivi hépatique que l'algorithme de débruitage remplissait bien son office et rattrapait l'excès de bruit, ou du moins le même niveau de bruit qu'il y avait dans les images natives. Et ce qui nous importait, c'était la quantification. Eh bien, SubtlePET conservait la quantification SUV sur le foie, globalement en max et en min. Donc, vous voyez sur ce graphe que la dispersion des points noirs qui correspondaient à SubtlePET sont beaucoup plus près et moins dispersés que les images plus bruitées avec 50% des données. Pour ce qui est des lésions cibles, eh bien, là encore, hein, l'algorithme de débruitage, donc PET50 plus SubtlePET à droite, rattrapait bien le bruit et conservait des valeurs de mesure de SUV qui étaient comparables à celles globalement comparables aux SUV natifs. Les résultats de l'étude qualitative, donc les réponses à ces questions. Les foyers visibles en PET classique natif 100% du temps sont-ils retrouvés avec 50% du temps Subtle? La réponse est oui. Dans l'immense majorité des cas, les foyers étaient retrouvés. Subtle entraîne un aspect un peu plus lissé des images. Maintenant que nous l'utilisons en routine, c'est une évidence, mais on s'y habitue assez rapidement. Et on l'a évoqué tout à l'heure, peut-être que les artefacts QClear
donc entraînées, que l'on trouve sur la DMI ou sur l'IQ, sont même certainement atténuées un petit peu par l'algo. Et puis d'un point de vue clinique, est-ce qu'on a trouvé une différence d'interprétation entre les images natives ou les images avec Subtle? Au final, on n'a retenu aucune différence, strictement aucune, parmi les 110 comptes rendus réalisés en conditions de clinique. Donc, quelques exemples. Vous avez ici des images de 710 sur un patient assez fort, un cancer du poumon métastatique à la plèvre. À gauche, les images natives et à droite, les images rattrapées par l'algorithme de débruitage. Et je vous laisse juger sur ces images MIP ou alors sur ces images centrées en axial transverse. On observe peut-être à droite l'aspect un peu plus lissé dont je vous parlais, mais globalement, je vous laisse quelques secondes d'observer ces images. Les foyers sont retrouvés à l'identique. Un autre exemple de 710 chez une femme fine d'un cancer du sein, toujours pareil, le natif à gauche, l'image plus bruitée 50% du temps au milieu et l'image de Subtle à droite. Et de même, en axial transverse, vous pouvez voir sur les cibles, que ce soit ganglionnaires ou sur la lésion mammaire, vous faites votre propre idée. Changement de machine, voici une numérique, la DMI 4 anneaux, toujours un cancer du sein métastatique, les images à gauche à 100% du temps, les images à droite rattrapées par l'algorithme de débruitage. Et pareil, une axiale transverse sur des toutes petites cibles, notamment la lésion pulmonaire droite qui faisait 5 mm et qu'on arrive à voir à gauche comme à droite. Un exemple d'IQ4 sur un cancer du poumon. Donc vous avez l'habitude maintenant. À gauche, l'image native, à droite, 50% du temps rattrapé par Subtle. Et enfin, donc une image en axial transverse. Donc, après cette validation, nous avons décidé de basculer en pratique clinique avec Subtle. Et vous avez un exemple ici récent. Donc, pas de cancérologie, mais c'est bien de la TEP-FDG. Donc, un patient qui a une maladie inflammatoire granulomateuse. Et donc, ça, c'est une image de DMI4, un peu moins de 3 mégabecquerels kilo. Et donc, avec 45 secondes par pas, des images, une acquisition TEP scanner Vertex MiQuis qui se fait en un peu moins de 7 minutes. Et donc, vous avez des exemples ici avec une micro-lésion osseuse qui est parfaitement visible. Ici, un tout petit ganglion qui doit faire 3-4 mm que l'on arrive à voir. Une autre lésion osseuse. Encore une lésion osseuse sur le omoplate à gauche et l'atteinte micronodulaire pulmonaire. Et enfin, une toute dernière lésion osseuse de l'épineuse. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Donc, Subtle PET appliqué en conditions 50% du temps pour des activités injectées, je rappelle, à 3 mégabecquerels par kilo. De notre point de vue, cela restitue correctement les valeurs de SUV et ça conserve, tout en conservant un rapport signal sur bruit équivalent à celui des images obtenues en conditions natives 100% du temps. D'un point de vue clinique, la quasi-totalité des foyers identifiés en natif sont bien retrouvés sur les reconstructions Subtle 50. Aucun des 110 comptes rendus n'a été modifié en comparant Subtle 50 et les images natives. Et ça en tenant compte de l'ensemble des données, les quantitatives et l'œil du médecin, les données qualitatives. Et du coup, maintenant, il s'agit de parler des conséquences que ça va entraîner, toute cette affaire, en termes organisationnels, de temps d'acquisition, des activités injectées, enfin, tout le champ des possibles qui va vous être présenté par Mathieu, mon collègue qui a participé à égalité avec moi à cette passionnante étude. Merci, Gérald. Alors, peut-être on peut prendre une question, et une question qui t'est adressée, qui est est-ce que les images plus lissées veulent dire qu'il y a une dégradation de la résolution spatiale? Non, justement, et c'est ce qui a été montré par l'étude Phantom qui avait été faite avant.
on ne peut pas considérer qu'il y ait de dégradation de résolution spatiale significative. D'accord. Et donc, bon, à l'issue de cette validation, à la fois avec études sur fantômes et cette validation clinique, donc on valide finalement ce potentiel d'acquérir avec de faire des acquisitions avec une statistique divisée par 2. Si je prends une analogie un peu basique, ce serait donc on garde la même voiture, le même châssis, donc le même carrosserie, le même moteur, mais on met cette technologie et on peut soit aller 2 fois plus vite avec la voiture, soit consommer 2 fois moins. C'est un peu ça les degrés de liberté auxquels sur lesquels on peut travailler. Oui, probablement. Bon. Alors on va voir, on va essayer de voir comment vous les mettez en œuvre et quelles sont les conséquences en termes organisationnels sur ces temps d'acquisition et ces activités injectées. Et c'est le docteur Mathieu Queneau qui va nous partager ça. Merci. Je me représente pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route. Donc, je m'appelle Mathieu Queneau, je suis médecin nucléaire au CCN, au Centre cardiologique du Nord à Saint-Denis. Donc, je vais vous présenter en ces quelques minutes ce que nous apporte la solution SubTlePET au quotidien dans notre service en termes organisationnels pour les patients et puis vous dresser quelques perspectives d'utilisation à court terme avec d'autres traceurs que le FDG. Alors, on va vous montrer comment on utilise SubTlePET, comment ça nous a permis de modifier notre workflow sur la gestion de nos vacations au quotidien, avec un petit retour d'expérience des manipulateurs radio. Les 3 points principaux, ça va être l'augmentation de l'activité. Donc, en pratique, comment ça se passe chez nous, la façon dont cet outil nous aide à mieux gérer nos imprévus, les pannes machines, les retards d'approvisionnement, la gestion des urgences, etc. Tout ce que vous connaissez parfaitement comme problématique du quotidien dans vos services. Et aussi comment ça nous aide à améliorer l'expérience patient, les patients tout venants, et également tous les patients douloureux et claustrophobes notamment. Hop. Alors, en termes d'activité, on va commencer par ça parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Si on prend pour exemple nos slots sur la General Electric 710, c'est une machine temps de vol qu'on a installée en 2015, on peut voir qu'avec SubTle, ça nous permet de gagner suffisamment de temps pour raccourcir ces slots et les passer. Vous voyez, on était sur 25 minutes, on est passé maintenant à 20 minutes. Et ça nous permet d'être relativement large pour bien intégrer les procédures d'installation, de désinstallation, et puis bien entendu toutes les procédures d'hygiène qui sont de plus en plus chronophages. Et ces slots de 20 minutes, ça nous permet même d'avoir encore un peu de marge de manœuvre pour faire des injections de produits de contraste et puis également pour gérer sur la vacation journalière, les urgences, les patients compliqués, les retards, les problèmes machines, etc. Alors bien entendu, comme vous en doutez, on pourrait même envisager d'avoir des rotations plus courtes que 20 minutes. Nous, on était resté sur et on est toujours resté sur ce timing-là parce qu'évidemment, on tient compte du nombre de manipulateurs qu'on a en interne, également de notre nombre assez limité en termes de box. On n'en a que 4, justement 4 pour la GE 710. Alors, vous avez ici un exemple de modélisation de nos programmes toujours sur la GE 710. À savoir que nous travaillons sur des plannings de manipulateurs en 10 heures. Et sur cette amplitude horaire, vous avez en haut les plannings tels qu'on les faisait précédemment et en bas ceux qu'on peut faire grâce à l'algorithme SubTle. Donc, vous voyez qu'en planning de routine, ça nous permet au quotidien de passer 19 à 24 patients, ce qui nous amène quand même à un théorique annuel total de 1300 patients en plus. À savoir que si nous avions plus de box, bien entendu, le gain serait encore bien plus important. Après, il faut qu'on puisse interpréter tout ça. C'est encore une autre histoire, un autre point. Alors, avec le numérique, le gain est encore accentué, bien entendu. Vous voyez ici qu'on est passé sur des slots à 15 minutes versus 20 minutes précédemment. Toujours 15 minutes au global pour intégrer les procédures d'installation, désinstallation, les mesures d'hygiène de plus en plus chronophages pour tout le monde. Et sur 7J 4 anneaux, sur des plannings de mer en 10 heures, on est passé sur des programmes de 24 à 32 patients, ce qui nous fait, si on compte bien, 8 créneaux supplémentaires quotidiens. Reste évidemment après remplir tout ça, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment l'appel d'air crée la demande et ça nous permet d'y répondre et même d'avoir un coup d'avance grâce à SubTle.
Alors, en termes de gestion des imprévus, le terme le plus adapté, c'est celui qui nous a été remonté par les manipulateurs radio. C'est ce qu'ils mettent en avant, c'est celui de roue de secours et notamment sur les 3 points. En cas de panne machine, les manipulateurs nous ont signalé très clairement qu'ils ressentaient quand même moins de stress à la gestion de leur vacation, puisque grâce à Subtle, ça leur permettait de limiter le temps qu'ils avaient perdu, de rattraper leur retard qui avait été pris par des pannes de démarrage, des pannes informatiques ou autres. En cas de retard d'approvisionnement ou de retard patient, ils peuvent mieux optimiser la dose, gagner du temps et rattraper tout ça. Et ça leur permet aussi de mieux intercaler les patients qui n'arrivent pas à l'heure de leur rendez-vous, ce qui est assez fréquent pour nous, et de mieux intercaler les éventuelles urgences qui sont aussi relativement fréquentes chez nous en interne et qui sont génératrices de stress pour nos équipes, notamment les manips en poste. Alors ça, c'est un petit verbatim en vrac du retour d'expérience des manips radio après donc, nos plusieurs mois d'utilisation de Subtle. Principalement, comme vous le voyez, ça reprend toute une sorte de mots-clés, optimisation, gain de temps, amélioration de la qualité d'image pour les patients algiques et perturbés puisqu'ils bougent moins évidemment sur la caméra, le confort supplémentaire, les procédures de désinfection qui sont mieux intégrées, la possibilité d'intercaler les patients plus facilement, moins de stress quand un médecin rajoute des urgences, la possibilité de rattraper les retards en cas de soucis techniques. Avec un petit bémol, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à utiliser Subtle quand ils sont seuls en poste, mais a priori, ça doit pas arriver très fréquemment chez nous comme chez vous d'ailleurs. Alors, en termes d'expérience patient, les examens vont plus vite, donc les patients sont plus contents, c'est une évidence. On a une nouvelle corde à notre arc pour gérer les patients qui sont douloureux ou claustrophobes. En pratique, nous, on injecte plus, on fait donc des imageries à 30 secondes par pas, voire même encore moins sur la numérique, ce qui nous fait des examens de moins de 5 minutes avec donc moins de bouger et au final et au global, une meilleure qualité d'image. Alors, en quelques mots, très rapidement, les utilisations futures qu'on entrevoit pour Subtle, au travers de 2 exemples. On a fait quelques petits tests en interne sur la DOPA et de la choline. Vous avez ici un exemple de F-DOPA sur 129 mégabecquerels pour 55 kg, 20 minutes d'acquisition en mode liste sur la 710, les images natives en haut, les images moulinées par Subtle en bas en 10 minutes. Et vous voyez que c'est plus que satisfaisant pour cet examen qui est normal. Un deuxième exemple de TEP choline dans le cadre d'un bilan d'hyperparathyroïdie primaire avec un adénome cervical inférieur gauche que vous voyez sur les images. Donc 119 mégabecquerels pour 48 kg avec les images moulinées par Subtle en 50% de temps à droite. Voilà pour ce qu'on a fait en interne sur ces autres traceurs que le FDG. Je vais laisser la place à Charles Merlin pour nous parler notamment du gallium PSMA. Merci beaucoup, Mathieu. Peut-être une question de Adil Bousfia. Est-ce que l'outil est facile à mettre en place? Très simple. Une demi-journée, je dirais, d'intervention sur site pour mettre entre guillemets la box, les déclarations au réseau facilement, et puis après c'est complètement automatisé. Aucune difficulté pour nous en tout cas. Merci. On voit de multiples axes d'utilisation et la manière dont, en termes de workflow et d'organisation, vous l'avez mis en œuvre dans votre service. On voit aussi dans la dernière partie de votre présentation l'ouverture sur l'utilisation pour les nouveaux traceurs. Et c'est dans ce cadre-là que nous voulions partager avec vous le travail initié par le docteur Charles Merlin sur le gallium PSMA. C'est aujourd'hui une indication qui représente moins de 1%, autour de 1%, je crois, des traceurs injectés aujourd'hui en France, mais qui devrait et qui pourrait connaître une diffusion beaucoup plus large dans les années à venir. Est-ce que Subtle PET pourrait aussi contribuer à cette diffusion? Voilà le projet sur lequel et l'axe de travail avec lequel qui a été engagé par Charles. Bonjour à tous, merci Antoine. Alors effectivement, notre équipe s'est focalisée sur le gallium PSMA pour l'utilisation de Subtle PET. Pourquoi le gallium PSMA? Comme tu le disais, la demande est en constante augmentation depuis 4 ans.
Et puis, même si le nombre de générateurs augmente sur le territoire, eh bien, les délais pour l'obtention de rendez-vous ont tendance aussi à augmenter. Et puis, c'est un examen qui est assez long. En injectant 1,8 à 2,2 mégabecquerels par kilo, il faut faire des pas de 2 à 4 minutes. Et puis, dans les recommandations, il y a des images à 60 minutes, mais on peut rajouter aussi des images tardives. Et certaines équipes dont nous faisons partie rajoutent des images précoces, ce qui fait un planning alourdi et rend plus difficile l'intégration de cet examen au milieu des autres examens TEP. Et la spécificité du générateur de gallium, c'est que l'activité quotidienne disponible diminue au fur et à mesure du vieillissement du générateur, et de 1200 mégabecquerels par LUA en début de vie du générateur, ce qui permet de passer à peu près 5 patients sur 2 TEP par vacation. Eh bien, on descend au bout de 12 mois à 300 mégabecquerels par LUA, ce qui permet de faire 2 examens sur 2 TEP. Le gallium PSMA, c'est un traceur avec un rapport sur bruit qui est très important, c'est un traceur de récepteur. Et la pathologie prostatique est telle qu'en fonction de la situation clinique, on a quand même une probabilité pré-test du type de lésion que l'on va rencontrer. Dans le cas de la récidive biochimique, qui est l'indication Princeps, on sait que le PSMA a montré qu'il était un traceur de rupture par rapport à la choline pour les PSA inférieurs à 1. Il faudra privilégier une excellente détectabilité, une qualité d'image optimale pour pouvoir détecter des lésions de toute petite taille. Dans le bilan d'extension initial, qui n'est pas encore une indication reconnue en France, on sait qu'il faudra aussi avoir une détectabilité optimale. Il ne faudra pas prendre le risque de récuser à tort des patients candidats à un traitement curateur. Enfin, la theranostique et le bilan pré-rive. Eh bien, dans cette indication, si on ne fait pas de dosimétrie personnalisée, on envisage de pouvoir accepter des images qui seraient peut-être de qualité un peu inférieure aux images consacrées aux patients qui ont une récidive biochimique. Alors, est-ce qu'on peut réduire en l'état actuel l'activité injectée aux patients en dessous des recommandations EANM, une étude avec une caméra analogique? Eh bien non, pas sans impact sur la qualité des images et pas sans impact sur la détectabilité. Et si l'on descend la durée des images de 3 minutes à 1 minute par pas, la détectabilité descend, elle, de 35%. Est-ce qu'on peut diminuer par 3,5 le temps d'acquisition sur une caméra numérique? Eh bien, on conserve une bonne concordance pour l'analyse par région et la quantification. Par contre, on risque de ne pas voir certaines petites lésions, dont 10% d'écart. La conclusion de cette étude, c'est que la réduction du temps ou de l'activité est à considérer chez les patients métastatiques ou, c'est une étude allemande, chez les patients en suivi par PSMA. C'est pourquoi on envisage d'utiliser Subtle PET pour essayer de répondre à ces 2 questions. Notre projet porte sur 30 patients qu'on va étudier rétrospectivement et on va prendre comme image de référence nos images habituelles, 4 minutes par pas, 2 mégabecquerels par kilo en théorie, mais souvent un petit peu moins, sur des TEP analogiques avec temps de vol et des reconstructions au ZEM ou des reconstructions avec Q-Clear avec un bêta à 800. Et puis les reconstructions à partir du mode list en 1 minute, 2 minutes et 3 minutes qui seront moulinées par Subtle PET et comparées aux images de référence. Et on va évaluer tous les paramètres qui sont évalués dans le cadre d'études de comparaison d'images. Dans le cas de ce patient, donc je vous présenterai 3 patients avec 4 sets d'images pour chacun. Des images de 4 minutes, nos images de référence, des images de 2 minutes sans Subtle, 2 minutes avec Subtle et 1 minute avec Subtle. Dans le cas de ce patient en récidive avec un BMI à 38, on voit que quand on divise la durée de l'examen par 2, on voit apparaître du bruit dans l'image et que ce bruit est récupéré par l'utilisation de Subtle qui permet de récupérer une qualité d'image équivalente à l'image de 4 minutes native. Si l'on descend plus bas avec des images d'1 minute, de manière assez logique, on retrouve une qualité d'image qui est assez proche de l'image de 2 minutes sans Subtle. Ces images de 2 minutes sans Subtle et 1 minute avec Subtle, c'est des images qu'on essaie de ne pas avoir en routine pour la plupart de nos patients, car il y a du bruit qui apparaît dans l'image, notamment sur le pelvis, et qui peut générer des faux positifs ou des doutes dans l'interprétation. Dans le cas de ce patient, il n'y a pas de doute, il y a une récidive de la loge prostatique à proximité de la vessie. Et je vous ai montré la deuxième image au-dessus. Les coupes transverses montrent bien que quelle que soit la durée de l'image, on distingue bien la fixation sur le ganglion iliaque primitif droit qui est à proximité de l'urtère, et on distingue bien la fixation ganglionnaire et l'urtère. Là, il s'agit d'un patient en récidive avec un PSA inférieur à 1, et c'est typiquement sur ce genre de patient qu'il faut être intransigeant sur la qualité des images. Et on voit bien que si on réduit par 2 la durée des images,
sans faire appel à Subtle, on voit apparaître un grain dans l'image du bruit qui est dérangeant pour l'analyse des images de ce type de patient. Si on utilise Subtle 50%, on récupère une qualité d'image équivalente à l'image native en 4 minutes. Sur l'image 1 minute traitée par Subtle, on retrouve ce bruit qui nous dérange et qui va nous déranger non pas pour la fixation qui est iliaque primitive gauche, qui est pathologique, mais pour la fixation, on regarde ce ganglion mésorectal gauche qui mesure 2 mm. Sur les 3 premières images, on arrive clairement à identifier cette récidive. Sur la 4e image, l'image Subtle 1 minute, on la retrouve aussi. Mais il faut savoir qu'apparaît du grain, notamment au niveau du pelvis, dont l'intensité peut être quasiment équivalent à ce foyer de fixation qui est pathologique. Donc, en cohérence avec ce qu'ont dit mes collègues avant, pour l'instant, on envisage de se limiter à Subtle 50, qui nous donne pleinement satisfaction en comparaison avec l'image native. Un exemple parmi nos patients, notre série pré-test, qui se rapproche le plus de ce qu'on pourra retrouver dans des bilans avant radiothérapie interne vectorisée, un patient avec une atteinte ganglionnaire multifocale et une atteinte osseuse multifocale. Et bien, dans ce cas-là, on voit que, quelle que soit la durée des images, et même avec Subtle 25, on peut obtenir chez ces patients qui sont souvent algiques des images de qualité suffisante si on n'envisage pas de faire de dosimétrie personnalisée et si on veut simplement répondre de manière binaire à la question « Existe-t-il une fixation, oui ou non ?» Cette fixation est-elle supérieure au foie, oui ou non, et mesurer un SUV. On est en cours de validation clinique pour Subtle avec le gallium PSMA, notamment pour tout ce qui est quantification, volume et puis mesure de SUV. On est quand même très enthousiaste pour l'analyse visuelle des images en 2 minutes. On n'a pas l'impression d'avoir de perte de détectabilité avec l'utilisation de Subtle. C'est un outil pour nous qui nous paraît très intéressant pour pouvoir moduler le rapport durée d'acquisition et activité injectée, et notamment moduler ce rapport en fonction de l'indication et de la charge tumorale potentielle, et pouvoir bien centrer nos protocoles sur le patient et sa question clinique, plutôt qu'avoir un unique protocole pour tout le monde. Et puis l'avantage de Subtle, c'est que ça sera un outil de plus aussi pour faire évoluer cet équilibre avec l'âge du générateur et la quantité de traceurs disponibles à chaque LUA. Voilà, ça se traduira probablement par un impact médical, un impact organisationnel et aussi un impact économique parce qu'on espère le plus possible pouvoir optimiser l'utilisation de notre générateur de gallium. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Charles. Et donc, merci pour l'ensemble de ces présentations. On voit aussi ces perspectives là sur l'apport pour ces nouveaux traceurs. Du coup, le temps pour plusieurs questions. Il y a beaucoup d'activités là sur le chat avec des réponses qui sont faites par les différents orateurs directement. Je peux prendre quelques questions à la volée. Peut-être une première qui concerne la communication que vous avez avec vos patients. Est-ce que vous dites à vos patients que vous utilisez ce type de solution est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous communiquez avec eux sur l'utilisation de ce type d'innovation? Alors moi, les examens m'ont été faits a posteriori. On a informé les patients qu'on utiliserait leurs données, mais les interprétations ont été faites sur les données natives. Je ne suis pas dans un passage en routine, donc moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Nous, on a un process en interne qu'on essaye de respecter au mieux, puisqu'on fait pas mal de protocoles en cardio et en neurologie, qui est de préciser aux patients et de leur recueillir leur accord à leur arrivée dans le service quant à l'utilisation des datas, des données et donc de tout ce genre de choses. Au travers des protocoles de recherche, on fait ça, donc on est dans le même cadre en fait. Sauf que là, c'est pas de la recherche, bien entendu. Je sais pas si la question concernait plus le protocole de recherche ou si elle était destinée à… Est-ce qu'on utilisait cette avancée, le fait qu'on puisse faire des examens plus rapides, et donc c'était un véritable plus pour les patients? Est-ce qu'on l'utilisait dans la communication avec nos patients et nos correspondants? La réponse est non, on ne l'a pas fait pour l'instant. Sauf que, concrètement, comme tout le monde, vous l'avez vu, 50% de nos patients sont des patients qui sont faits en évaluation thérapeutique. Les patients se rendent bien compte quand ils ont un examen qui fait moins de 10 minutes versus un examen qui fait 20 minutes soit sur dans un autre centre ou sur une autre technologie, notamment sans Subtle. Donc là, à ce moment-là, il nous arrive de communiquer et de leur expliquer,
ne pas s'inquiéter, que les images sont tout aussi bonnes, mais qu'effectivement, on travaille avec des outils qui permettent de faire aussi bien, mais plus vite. Pareil, sur les patients claustrophobes, douloureux, on leur explique qu'on peut utiliser Subtle justement à cet effet. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Une question sur les petites lésions. Alors, il y a déjà une réponse de Gérald, mais peut-être on peut la commenter. Donc, c'est une question d'Erwan Gabiach sur est-ce qu'il y a des indications sur le risque de perte de petites lésions et avec la réduction de Subtle 50? Et donc, est-ce que vous adaptez vos protocoles en fonction de ça? Est-ce qu'il y a une conduite spécifique, en particulier sur les carcinomes? J'ai répondu à Erwan en direct pendant la présentation de Charles, mais c'est vrai je constate pas mal de questions et ça revient avec la première question. C'est avec Subtle, des images d'aspect un peu plus lissé, une technologie de type boîte noire, puisque c'est un algorithme et que ça part dans un nuage, tout ça, ça peut faire peur au début. Et c'est d'ailleurs, vous le savez, hein, c'est les premières choses que l'on vous a dit lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques mois. On vous a dit, un peu comme Saint Thomas, nous, on veut le voir avant de croire. Et plus que voir, on l'a testé. Je vais vous avoir montré avec nos physiciens et notre étude que on a voulu vérifier avant de passer en routine clinique. Et donc, la réponse vis-à-vis de ces petites lésions qu'on risquerait de perdre, je vais vous le refaire à l'oral, ce que je viens d'écrire à Erwan. Finalement, cet outil supplémentaire, on l'utilise comme lorsque on a une technologie nouvelle dans notre longue histoire de la TEP. Enfin, elle est plus ou moins longue en fonction de l'âge qu'on a. Mais concernant les générations d'appareils sur lesquels on travaille, vous savez très bien que les machines sur lesquelles on travaille, très vite, on arrive à les maîtriser. On connaît les performances de nos machines, on sait comment elles se comportent en fonction de la machine, en fonction des paramètres qu'on leur donne, c'est-à-dire l'activité injectée, temps d'acquisition, toujours pareil. On connaît nos machines et quand on rajoute un outil comme QClear, par exemple, pour ceux qui découvrent le QClear lorsqu'ils basculent chez GE, ou lorsqu'on rajoute un outil de débruitage comme Subtle, très vite, on se fait son propre Saint Thomas et on s'habitue à interpréter en fonction de ce que l'on voit. Donc, la réponse pour tout le monde, là, toutes les questions qui concernent les petites lésions, oui, pour les petites lésions, on intègre dans l'interprétation le fait que à faible contraste, faible activité, enfin faible contraste dans la lésion, et qui plus est pour les petites lésions, en rajoutant le phénomène de volume partiel, on va peut-être avoir tendance à diminuer notre seuil de sensibilité ou de détectabilité des lésions. Et Erwan évoquait la carcinose péritonéale. Effectivement, le moindre petite fixation va devenir suspecte, mais un peu comme on le faisait il y a encore quelques années sur des machines non temps de vol, analogiques, etc. Pour compléter, Gérald, de la même manière qu'on n'interprète pas forcément les examens de la même manière quand on passe d'une TEP numérique à une TEP temps de vol, à une TEP BGO. Et c'est vrai que là, on parle beaucoup de la détectabilité en oncologie. Ça, on est tous attachés à essayer de rien rater. Mais la TEP, c'est pas non plus que l'oncologie. Il y a des indications de médecine interne, d'infectiologie, de neurologie, pour lesquelles les questions de détectabilité sont quand même moins importantes en FDG. Et puis, il y a tous les autres traceurs hors FDG qui arrivent. Alors, il y a la DOPA pour le Parkinson. Il peut y avoir les traceurs de perfusion cardiaque qui vont arriver bientôt. Et pour tous ces traceurs et toutes ces indications hors oncologie notamment, il y a un gain très important à pouvoir faire des examens qui vont plus vite ou à injecter moins d'activité, avec encore une fois une question de détectabilité qui est un petit peu moins angoissante, on va dire, qu'en cancérologie. Et pour reprendre l'adage de mon maître Forenbach, n'oublions pas qu'en médecine nucléaire, microcénologie, c'est souvent macroconome. On a bien, pas de gros mots. Une dernière question pour finir. Vous êtes la spécialité médecine nucléaire est gâtée en termes d'innovation technologique. Il y a une accélération
ces dernières années avec les nouveaux TEP numériques, des anneaux de plus en plus d'anneaux dans les machines, vers le TEP corps entier. Là, l'intelligence artificielle qui arrive, comment vous voyez la spécialité d'y gérer toutes ces innovations et comment elles se complètent les unes et les autres? En fait, c'est un teaser, c'est pour le prochain webinaire. C'est ça. En octobre prochain. Alors, des éléments de réponse et on verra. Non, je crois que c'est. Non. Ouais, moi, je suis très optimiste pour tout ça. J'accueille tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. La réduction du temps d'acquisition, ça va nous permettre de répondre à la pression qu'on a tous les jours pour rajouter des examens. On parlait pour mes traceurs, moi, la réduction de la dose injectée, l'activité injectée, ça permet vraiment d'optimiser l'utilisation du générateur. Et puis l'aide au diagnostic, moi, je serais ravi qu'il y ait un outil qui m'aide au diagnostic. Et je pense qu'on est toujours derrière pour valider. Donc, je suis très enthousiaste pour ça aussi. D'ailleurs, des questions de mesure dans la radiothérapie interne vectorisée, de volume, de mise en parallèle avec la fixation du FDG, par exemple, des traceurs différents. Et je pense que là, avoir une aide sera toujours un plus pour le patient et pour le médecin. Ouais, je crois qu'on a les mêmes contraintes que nos collègues radiologues, à savoir qu'on a un volume de data analysé qui est de plus en plus phénoménal et qui nous tombe sur la tête sur nos vacations. On fait de plus en plus de patients, de plus en plus d'images. Donc, toutes les aides sont bonnes à prendre et c'est vrai que sur le versant acquisition, Subtle PET, c'est quand même un plus énorme, hein, parce qu'en plus du couple temps-activité qu'on connaissait, on a un nouvel outil maintenant pour bien gérer nos vacations. Et après, ce qui va arriver sur d'autres versants de l'IA, bien sûr, c'est l'aide au diagnostic. Et ça va arriver très vite, probablement. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus. Et on espère que ça puisse nous aider et nous décharger pour nous concentrer aussi un peu plus sur les patients, ce qu'on a de plus en plus de mal à faire avec le volume de données qu'on a en ce moment. Merci. Gérald, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose? Ah non, je voulais dire exactement la même chose. J'ai hâte d'avoir de l'IA de l'IA. Alors, c'est pas de la vraie IA, hein, parce que l'algorithme Subtle, c'est bien développé par du deep learning, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que dans l'esprit de chacun, quand on parle d'intelligence artificielle en imagerie, on pense au super CAD, Computer Aided Diagnosis, l'aide au diagnostic, ce qui n'est pas le cas de Subtle. Et donc, j'ai vachement hâte, moi, d'avoir des outils d'IA qui seront peut-être développés par Incepto, qui sait, mais pour effectivement pour nous faciliter la tâche. Pas remplacer les médecins, je fais partie de ceux qui pensent que nous avons un grand avenir devant nous en tant que médecins imageurs, mais pour nous aider dans la vie de tous les jours, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup pour ces réponses. Il y a quelques questions ou commentaires qui continuent de venir et qui vont dans ce sens. De l'aide au diagnostic avec ces nouvelles technologies qui émergent. Une question aussi relative aux tarifs. Donc là, les équipes commerciales de Incepto répondront. Madame Axel Marié. Mais il est temps pour nous de clore cette session. Je voulais vraiment vous remercier pour le travail de collaboration fait dans toutes ces études, dans la préparation. C'était vraiment important de le faire. La collaboration, la co-construction, c'est l'ADN de Incepto et ce qu'on fait avec vous nous porte tous les jours. Donc, je vous remercie pour la qualité de vos interventions. Je crois que Mathieu a pris ma conclusion, mais on a pu valider l'apport de cette technologie dans des conditions françaises et européennes. Cette technologie est disponible en routine et c'est dans l'arsenal des technologies en médecine nucléaire, c'est une nouvelle corde à votre arc et ça va continuer à renforcer cette discipline, diffuser la pratique pour le bénéfice des patients. Et c'est vrai que le champ qui va s'ouvrir très vite, c'est le champ de l'aide au diagnostic de l'intelligence artificielle appliquée à la lecture des images. Et là, il y a beaucoup d'équipes qui sont en train de démarrer sur ces sujets et je suis très confiant pour pouvoir continuer à amener de l'innovation dans ces domaines. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci encore à tous les orateurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.